Ça fait un moment que j'ai pas fait d'intro, non? Aujourd'hui, on va parler des hybrides, qu'ils aient été créés par l'homme, par la nature elle-même, ou qu'ils soient le fruit du hasard. C'est parti! Lorsqu'un poulain est né dans le parc national de Chyulu Hills au Kenya, les soignants ont été stupéfaits. Non pas que la naissance d'un poulain soit un événement surprenant, mais celui-là était bizarre. Au début, ils ont pensé que le poulain s'était simplement sali en se vautrant dans la boue, mais il est apparu plus tard que ce poulain était en fait un zébrane. Le poulain avait hérité ses pattes rayées de sa mère zèbre et son physique robuste de son père âne. Même si cet étrange poulain est en partie âne, son espérance de vie sera sans doute comparable à celle des autres zèbres et il se comportera comme les autres membres du troupeau. Ce type de croisement étant assez rare dans la nature, beaucoup de gens se sont demandé comment cet hybride avait pu voir le jour. De toutes les théories, celle-ci me semble la plus crédible. Avant d'arriver dans le parc national, la mère du poulain hybride avait dû faire partie du bétail d'une éleveuse locale. Et un jour, elle a rencontré un âne séduisant. Tu l'as fait détartrer à l'autre jamais parce que tu as un sourire, je te jure, éblouissant. Et je devine une légère odeur de menthe fraîche. En fait, les zébranes ressemblent physiquement à leurs parents non zèbres, mais avec des rayures. Cela dit, ces rayures ne couvrent pas tout leur corps. Autre chose intéressante, les zébranes sont plus adaptés à l'équitation, car leur corps ressemble à celui des chevaux. Une chose tout de même, ils héritent généralement du tempérament de leurs parents à rayures. Les zèbres sont puissants et agressifs, et les zébranes le sont aussi. C'est pourquoi ils sont difficiles à mener pour un humain, même un cavalier expérimenté. Alors, si on vous propose un jour de chevaucher un zèbre ou un zébrane, mieux vaut dire non. Il convient de mentionner que les ânes sont parmi les animaux les plus populaires en matière de création d'hybrides. On se servait déjà d'eux il y a fort longtemps. Il y a environ 4500 ans, le premier animal hybride a été créé en Mésopotamie. Cet hybride, connu sous le nom de kunga, est mentionné dans des inscriptions cunéiformes. On le trouve sur d'anciennes œuvres d'art mésopotamiennes, ainsi que dans les sépultures monumentales de cette région. Pendant longtemps, l'origine de ces animaux est restée un mystère. Leur squelette correspondait à aucune espèce connue de cheval, sauvage ou domestiqué. Les scientifiques ont donc décidé de relever le défi et ils ont creusé la question. Bientôt, ils ont découvert que ces hybrides résultaient du croisement entre un âne domestique femelle et un âne sauvage mâle. Comme les mules, les kungas étaient stériles, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se reproduire. Il fallait donc régulièrement attraper de nouveaux ânes sauvages pour qu'ils s'accouplent avec des ânes domestiques et donnent naissance à une nouvelle génération. C'était pas tâche facile, car les ânes sauvages étaient plus rapides que les humains, agressifs, et ils voulaient pas être apprivoisés. Ainsi, le prix des hybrides s'est envolé, et ils constituaient même des cadeaux distingués. Mais à quoi pouvaient bien servir ces animaux hybrides? L'âne domestique était connu pour être une bête de somme efficace, mais il était inutile au combat, car il n'était pas particulièrement rapide ou agressif. Mais le kunga combinait la robustesse et la facilité de dressage de l'âne domestique avec l'agressivité et la vitesse de ses congénères sauvages. Ça le rendait parfait pour un usage militaire où sa vitesse était appréciée, ainsi que sa force qui lui permettait de transporter de lourdes charges sur de longues distances. En bref, les Mésopotamiens avaient créé des sortes de petits chars bien obéissants. Malheureusement pour les acheteurs de ces animaux hybrides, le kunga a perdu toute valeur pour les humains avec l'arrivée du cheval domestique. Le cheval s'est avéré plus utile, il était plus facile de s'en procurer et de plus, il pouvait se reproduire. Ainsi a disparu le kunga. Imaginez maintenant un paysage arctique tel qu'il était il y a des milliers d'années au Pléistocène. Des steppes herbeuses à la place de la toundra moussue et des mammouths laineux en liberté. Attendez, des mammouths au XXIe siècle? C'est l'idée de George Church, un généticien de Harvard et de sa société Colossal. Church veut utiliser de l'ADN de mammouths laineux pour créer un hybride d'éléphants d'Asie qui pourrait prospérer dans les climats arctiques. Grâce au retour de compétences et de comportements anciens tels que l'abattage des arbres et l'enrichissement du sol en oxygène, ces éléphants hybrides pourraient contribuer à restaurer les écosystèmes arctiques et améliorer la biodiversité. Dans l'ensemble, ça paraît prometteur. Cependant, la création de tels hybrides n'est pas tâche facile.
Ça nécessite une sélection minutieuse et une manipulation précise des gènes afin qu'ils puissent fonctionner correctement dans un organisme entièrement différent. Sans parler de l'aspect éthique de la question. Le projet n'en est encore qu'à ses débuts, mais il a déjà attiré l'attention des défenseurs de l'environnement et des scientifiques. Si elle est couronnée de succès, la création d'un tel hybride pourrait avoir de profondes répercussions sur notre planète, en nous offrant un aperçu du fonctionnement des anciens écosystèmes. Mais ne vous attendez pas à voir des hybrides éléphants-mammouths de sitôt. Le projet de Colossal repose sur plusieurs technologies qui n'ont pas encore été testées sur des éléphants. Il reste beaucoup de travail. Enfin, on a déjà croisé des poissons avec des méduses. On peut facilement imaginer qu'un éléphant et un mammouth se reproduisent, ou un âne sauvage et un âne domestique. Mais le glowfish, c'est une autre histoire. Ce poisson fluorescent est un hybride d'un poisson ordinaire et d'une méduse, ce qui signifie qu'il a été créé en combinant les gènes de ces deux espèces. Il en résulte une couleur fluorescente unique qui peut aller du vert vif au rouge. Le glowfish a été le premier animal génétiquement modifié à devenir populaire dans les animaleries, bien qu'il ait été créé à l'origine pour détecter la pollution dans l'environnement. Dans certains pays comme le Brésil, le glowfish a même été interdit en raison de son impact sur les espèces indigènes. Cependant, il s'y est déjà répandu. On a trouvé des glowfish dans des criques de la forêt atlantique brésilienne où ils se reproduisent. Les glowfish se nourrissent d'insectes et de zooplancton, tout comme les populations de poissons indigènes. Je suis pas sûr qu'il existe un risque que le glowfish devienne une espèce invasive dangereuse, mais qui sait ? En fait, les scientifiques ont rien contre la création d'hybrides, surtout s'ils peuvent contribuer à résoudre certains problèmes. Par exemple, des hybrides pourraient servir à étudier les membres des serpents. La disparition de leurs membres est un mystère auquel les chercheurs travaillent depuis des années. Pourquoi les serpents ont perdu leurs membres alors que les lézards les ont toujours ? Est-ce que c'est dû à l'évolution ou à autre chose ? Curieusement, pour élucider ce mystère, les scientifiques utilisent des souris. En modifiant leurs gènes et en insérant de l'ADN de serpent dans des souris, ils ont découvert qu'une portion critique d'ADN avait perdu sa capacité à favoriser la croissance des membres au cours de l'évolution des serpents. Les chercheurs avaient émis l'hypothèse que cette portion d'ADN avait disparu de leur génome à un moment donné. Ça s'est confirmé lorsque les souris ayant hérité de l'ADN de serpent se sont mises à développer des membres antérieurs et postérieurs de taille réduite. En termes simples, il existe dans l'ADN une instruction nécessaire au développement des membres qui fonctionne de la même façon chez les humains et les autres vertébrés. Mais chez les serpents, elle ne fonctionne plus. Bien sûr, ça permet pas de tirer des conclusions définitives, mais c'est mieux que rien. Cependant, parfois, en cherchant à créer des hybrides, les scientifiques vont beaucoup trop loin. Un scientifique russe a décidé que ce serait une bonne idée de créer un hybride humain-chimpanzé. Ilya Ivanov était un biologiste né en 1870 qui avait fait faire des progrès impressionnants à l'insémination artificielle. Lors d'une réunion de zoologistes en 1910, il a affirmé qu'il pensait possible de créer un hybride humain-chimpanzé. Aujourd'hui, cette idée semble terrifiante, mais à l'époque, le scientifique a obtenu la permission des directeurs de l'Institut Pasteur d'accéder à un centre d'études sur les chimpanzés en Guinée française et il s'est mis au travail. Je suis pas sûr de pouvoir décrire les expériences en détail, étant donné les règles de YouTube. Disons simplement qu'il s'agissait bien sûr de fécondation artificielle. Le scientifique demandait pas leur consentement aux chimpanzés et il ne comptait pas expliquer quoi que ce soit aux femmes. Son intention était de faire passer ces expériences pour des examens médicaux. Finalement, les autorités n'ont pas donné leur feu vert et ont cessé de soutenir le projet. Mais les humains sont pas les seuls responsables de l'existence d'étranges hybrides. La découverte du narluga, un hybride de beluga et de narval, a été une surprise pour la communauté scientifique. En 1988, des chasseurs au large des côtes du Groenland ont tué 3 animaux tels qu'ils n'en avaient jamais vus. Leur peau était uniformément grise et non blanche ou tachetée comme celle des narvals. Leurs nageoires étaient semblables à celles des belugas. L'un des crânes était intact et en 1990, il a attiré l'attention des scientifiques qui ont découvert que ces étranges créatures étaient des hybrides qui ont ensuite été appelés narluga.
Le beluga et le narval ont la même taille, ils vivent tous deux dans les eaux arctiques et ils sont plus étroitement apparentés qu'à toute autre espèce. Leur séparation génétique remonte à moins d'1 million d'années, ce qui signifie qu'ils peuvent encore avoir une descendance. 1 million d'années, à l'échelle de l'évolution, c'est rien du tout, mais personne ne sait à quelle fréquence de tels croisements se produisent. En fait, la partie la plus étrange du crâne du narluga, c'est ses dents. Les belugas possèdent jusqu'à 40 dents réparties entre leur mâchoire supérieure et leur mâchoire inférieure, toutes identiques. Les narvals n'ont pas de dents du tout, à part leur défense en spirale et une paire de dents vestigiales derrière elles. Les narlugas, quant à eux, ont 18 dents, toutes différentes et de forme plutôt étrange. Mais il est probable qu'on entendra bientôt parler des narlugas. Récemment, on a découvert dans les eaux canadiennes un groupe de belugas ayant adopté un narval. Il aura certainement une progéniture, mais sans doute pas issue d'un membre de sa propre espèce. Un hybride beaucoup plus rare et assez surprenant, c'est le chabin, le petit d'un bélier et d'une chèvre. Il ne fait la une des journaux qu'une fois tous les 10 ans, et le plus souvent, c'est pas vraiment un hybride, mais simplement une brebis ou une chèvre avec un visage bizarre. Même si les moutons et les chèvres se ressemblent et peuvent se reproduire, ils appartiennent à des genres différents. Un autre problème est leur nombre de chromosomes. Les moutons en ont 54, tandis que les chèvres en ont 60, de sorte que le fœtus survit rarement jusqu'à la naissance. Mais toute règle a ses exceptions, et l'une d'entre elles s'appelait Spring Rose. Non seulement cette femelle hybride est née vivante, mais elle a survécu par la suite. On a même trouvé une vidéo de Spring Rose à l'âge adulte. Apparemment, elle a bel et bien défié les lois de la nature. Spring Rose est d'ailleurs devenue très mignonne. Elle ressemble à une chèvre, mais avec un long pelage laineux et une queue de mouton. En parlant d'animaux avec un pelage bizarre, il y a une dizaine d'années, la photo d'un cochon aux poils bouclés est apparue sur Internet. De nombreuses personnes ont affirmé qu'il s'agissait d'un hybride résultant du croisement d'un mouton et d'un porc auquel on a donné le nom de cochon-mouton. D'ailleurs, si vous faites une recherche Google, vous tomberez sur de nombreux articles consacrés à ce prétendu hybride. Mais comme d'habitude, ce qu'on lit sur Internet est assez éloigné de la réalité. Ce cochon aux poils bouclés était en fait un cochon ordinaire de race Mangalica. C'est une race assez répandue dans le monde qui a été créée au 19e siècle sans que les moutons y soient pour quoi que ce soit. On peut supposer que des moutons seraient excités de voir un tel cochon laineux, mais c'est une autre histoire. De tous les hybrides qui existent sur notre planète, les coilous sont les plus remarquables, ne serait-ce que parce que leur population se compte en millions. Les habitants de l'Est du Canada et des États-Unis connaissent bien ces animaux sauvages intelligents et résilients qui vivent dans les forêts, les parcs de banlieue et même les villes. Mais peu de gens savent que les coilous, qui sont des hybrides de coyotes et de loups, ne sont apparus qu'au siècle dernier et qu'en peu de temps ils ont réussi à se répandre sur un territoire sacrément vaste. On pense que la déforestation, la chasse et d'autres activités humaines ont appauvri la population de loups, ce qui a conduit ces derniers à se croiser avec des coyotes venus de l'Ouest pour créer cette espèce hybride. Les loups ont fait le bon choix. Apparemment, pour rendre leur descendance encore plus tenace, ils ont aussi ajouté à leur patrimoine génétique quelques gènes de grands chiens, comme le berger allemand, devenant ainsi des chasseurs accomplis, intelligents, forts, rapides, mais aussi capables de vivre très près des humains. Dans un environnement urbain en pleine expansion, cette caractéristique peut s'avérer encore plus utile que de longues pattes et un pelage fourni. A plus.